Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence organisée par Espace pour la vie, le planétarium Rio Tinto Alcan. Désolé, on a eu quelques petits pépins techniques, on aurait dû rentrer en onde plus tôt. Bon, comme il y a beaucoup de gens qui prennent l'Internet et tout ça, c'est pas toujours facile, on s'habitue, on va passer à travers. Donc, mon nom est André Grandchamp. Je suis astronome au Planétarium ainsi que conservateur de la collection de météorites. Et c'est avec un immense plaisir que je vais vous présenter cette première conférence. Je serai assisté de Mathieu Forcier, mon très bon ami et technicien au Planétarium, qui va m'aider du côté de tout ce qui est technique. Et les questions aussi, c'est Mathieu qui va les voir. Moi, je ne les verrai pas et je répondrai aux questions à la fin donc de cette présentation. Alors, la présentation aujourd'hui est dans un cadre d'une série de conférences qui débute aujourd'hui, qui a pour thème Quand le ciel nous tombe sur la tête. Ça va toucher surtout de façon générale les météorites. Donc, aujourd'hui, on va parler des sources des météorites, les astéroïdes et les comètes. Et dans 2 semaines, parce que les conférences seront aux 2 semaines, dans 2 semaines, on va parler des météorites en soi, qu'est-ce que c'est, comment les reconnaître, etc. Quel est ce phénomène tout à fait extraordinaire, quel type d'informations on peut tirer des météorites. On va commencer à répondre à cette question en partie aujourd'hui. Par la suite, on aura une conférence sur la météorite de Saint-Robert, donc qui est tombée en 1994. C'est la dernière chute importante au Québec. Donc, on va en parler, on va pouvoir revivre ces événements. Elle a été bien documentée. Et, on a un petit côté sentimental avec cette météorite-là, tout le moins, moi, j'en ai un assez important. Et ensuite, la quatrième conférence va porter sur les cratères d'impact, donc des météorites un peu plus grosses qui, en plus de tomber au sol, vont laisser des traces pendant quelques milliers à quelques millions d'années. Donc, on parlera de comment ça se produit. On en profitera en même temps pour parler un peu plus longuement des géocroiseurs. Et donc, de ce genre de phénomène-là, et je ferai un petit aparté aussi sur les cratères qui sont plus près de nous. Au Québec, il y en a quelques-uns. Et on terminera cette série avec, vers le 24 juillet, qui sera sur le projet Dôme ou Fripon en France, où on expliquera à ce moment-là en quoi consiste ce projet-là, qui est des caméras qui tentent de détecter les météorites lorsqu'elles rentrent dans l'atmosphère et peut-être lorsqu'elles tombent au sol, ben, on espère un jour être capable d'en voir une tomber et d'aller la recueillir. Alors voilà, donc c'est un peu le plan de match. Aujourd'hui, nous allons donc parler des astéroïdes et des comètes. Pourquoi ces deux types de corps? Ben, c'est tout simplement, c'est la source des météorites. Comme je vous ai dit, on va parler surtout météorites. Alors, c'est la source, donc on va en parler. On va faire un survol de ces petits corps tout à fait fascinants que sont les... attendez, je dois partir quelque chose. Donc, de ces petits corps qui composent le système solaire. Il faut bien comprendre ce que ça va nous permettre de faire ce genre d'études et de conférences, ben, c'est tout simplement que ce qui nous intéresse, c'est de comprendre un peu comment le système solaire s'est formé, comment les planètes se sont formées. Et en même temps, au passage, on va essayer de répondre. Moi, il y a deux questions qui me fascinent dans tout cela. Et c'est comment la vie a pu apparaître sur notre planète et aussi comment l'eau est arrivée sur notre planète. Est-ce que ça vient des entrailles de notre bonne vieille Terre? Ou est-ce que, comme certains l'amènent, est-ce que ça viendrait soit des astéroïdes ou des comètes? On va voir qu'avec l'étude des astéroïdes et des comètes, ainsi que des météorites, on va avoir à tout le moins des éléments de réponse. On n'a pas la réponse définitive. On n'était pas là il y a 4 milliards et demi d'années quand ça s'est produit, mais on va avoir quand même quelques brides de réponses. On va aujourd'hui s'intéresser beaucoup aux astéroïdes, mais surtout ceux qui ont été visités par des sondes spatiales ainsi que des comètes.
Pourquoi? Ben, c'est un choix que j'ai fait parce que d'abord, le visuel est beaucoup plus intéressant et aussi en même temps, ben, à ce moment-là, les autres, ben, on a quelques renseignements, mais c'est plus fragmentaire. Donc, c'est moins documenté, moins élaboré. Et l'histoire nous a montré que les sondes spatiales nous ont donné de très grands renseignements très, très utiles. Alors, vous avez ici sur la première diapo une représentation qui n'est pas à l'échelle, je vous le dis tout de suite, du système solaire tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le Soleil au centre qui est à gauche, la grosse boule rouge. Donc, c'est une étoile, alors une boule de gaz incandescent dont la température est énorme, donc quelques milliers de degrés en surface et on parle de plus de 10 millions de degrés au centre, c'est près de 15 millions de degrés au centre. Et autour de ça, ben, on a un cortège de 8 planètes. On les voit très bien. Bon, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et aussi, on a, en plus de ces 8 planètes-là, ce qu'on va appeler des petits corps. On va le définir dans quelques instants. Les petits corps, ben, c'est les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes, on connaît beaucoup mieux et depuis beaucoup plus longtemps la ceinture principale d'astéroïdes qu'on voit, la représentation ici entre Mars et Jupiter. Donc, et c'est surtout ça qu'on va observer ou qu'on va étudier aujourd'hui parce que c'est de là que proviennent les météorites. Alors, donc, ça, c'est le topo tel qu'on l'a aujourd'hui. Maintenant, comme je vous ai dit, ce qui nous intéresse, c'est de connaître un peu comment le système solaire et surtout comment la Terre a pu se former. Bon, j'entrerai pas dans tous les détails parce que ça pourrait être une conférence en soi, la formation du système solaire, et d'ailleurs, je songe à en faire une bientôt. Alors, mais on va le faire de façon très rapide. On va couper les coins ronds, comme on dit. Alors, vous avez ici une belle représentation graphique des différentes étapes, c'est-à-dire que au début, ce qu'on a dans le système solaire, c'est un nuage de gaz et un peu de poussière. Là, j'aime mieux qu'on y aille et qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Ça va nous permettre de comprendre plus loin ensuite, donc dans la présentation. Donc, notre nuage de gaz, il est là, il est dans l'espace. À un moment donné, il y a une onde de choc qui le traverse, probablement qui provient d'une autre étoile qui a explosé. Je vous fais grâce des détails. Et là, le nuage la matière se met à s'effondrer au centre. La principale quantité de matière, on parle de plus de 99,9 de la matière, va tomber vers le centre, va comprimer le centre de façon importante et de façon telle que les réactions nucléaires vont pouvoir s'entamer et on va avoir une étoile jeune, donc un soleil qui va commencer à briller donc, dans l'espace. Alors, donc, on a notre Soleil qui se forme, on le voit à l'étape 2, mais par la suite, bien sûr, le Soleil va, comme je le disais, prendre la majorité de la matière, mais ne prendra pas toute la matière. La matière résiduelle qui ne tombera pas tout de suite sur le Soleil va se mettre à tournoyer autour de notre Soleil naissant. On le voit à la section 3 en bas, et donc sous forme d'un disque d'accrétion qui va tourner autour de l'équateur de notre Soleil naissant qui tourne autour donc, du Soleil. Et cette matière-là est composée, bien sûr, beaucoup de gaz, mais il y a de la poussière. De la poussière, au début, qui est microscopique. Certains, un peu de glace à la surface, ceux qui sont plus loin, mais c'est essentiellement des morceaux de poussière. Au début, les morceaux de poussière, il y en a qui vont être plus près l'un de l'autre, des petits endroits où il y en a plus. Et les grains de poussière enfin, les morceaux microscopiques vont s'agglomérer ensemble pour donner des grains de plus en plus gros, de quelques millimètres à quelques centimètres de grosseur. Et on va donc avoir beaucoup de matière comme ça qui va s'agglomérer. Par la suite, bien sûr, il y a des endroits où il y a plus de grains de poussière et ces grains-là vont, à ces endroits-là, il y a des tapons, comme on dit, qui vont se coller ensemble pour former des corps de plus en plus gros, de quelques mètres à quelques kilomètres, donc les astéroïdes. Et à certains endroits, on va même avoir de la matière qui va s'agglomérer encore de façon plus importante pour donner des protoplanètes, comme on les appelle, pour ensuite devenir les 8 planètes du système solaire. Ce qui nous intéresse, et là, j'ai tracé les grandes lignes, c'est qu'on voit donc qu'il y a plusieurs étapes avant de se rendre à une planète. On passe de poussière, ces poussières-là vont s'agglomérer ensemble
Et ce qui va nous intéresser, c'est qu'on va se rendre compte assez rapidement que les météorites et les astéroïdes, donc, sont des résidus du système solaire. Et de les étudier, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il peut très bien avoir eu un astéroïde qui était très loin ou qui a peu évolué dans le système solaire et qui continue à tourner. Et si on va l'étudier, ben, c'est comme si on allait étudier un corps qui était semblable à ce qu'il était peu de temps après sa naissance. C'est le cas des comètes aussi, entre autres. Alors, donc, c'est un peu la ligne de conduite qu'on va garder. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle les petits corps. Là, donc, les petits corps, là, ça, c'est assez les planètes mineures, comme certains l'appellent aussi parfois. En français, on préfère les petits corps dans le système solaire. Qu'est-ce que ça comprend? Bien, tous les astéroïdes, qu'ils soient dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter ou plus loin, ça comprend les comètes et ça comprend tous les types de corps, astéroïdes ou appelez-les comme vous voulez, qui se trouvent au-delà de la planète Neptune, la dernière planète qu'on appelle les objets transneptuniens. Alors, ces corps-là, ce sont des fragments dont l'évolution a cessé, si on peut dire, qui n'ont pas donné naissance à des planètes pour diverses raisons, souvent parce qu'il n'y a pas assez de matière, etc., mais qui sont donc des reliques de la formation du système solaire. C'est là que ça devient extrêmement intéressant parce que tout ce processus-là de formation du système solaire s'est produit il y a 4 560 millions d'années, donc il y a très longtemps. On n'était pas là, mais les astronomes, on est un peu comme des détectives. On fait notre enquête après coup et on essaie de ramasser des indices pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste que on n'est pas en présence d'un crime ici, donc parce que ça a donné la formation de la Terre. Alors, les astéroïdes ou les petits corps, où se trouvent-ils? Bien, comme je le disais, ici, on a une belle représentation de l'intérieur du système solaire. Vous avez le Soleil qui est en plein centre de cette image-là. Vous avez ensuite la planète Mercure, Vénus, la Terre et Mars sur leurs orbites. Et ensuite, vous avez un peu plus loin la planète Jupiter. Vous remarquerez qu'entre les deux, il y a des multitudes de points, qui est la ceinture principale d'astéroïdes. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser le plus. Cette ceinture-là, on le verra en quelques instants, contient quand même plusieurs centaines de milliers de corps, croit-on. Et Jupiter, ben, il y a des astéroïdes qu'on appelle les astéroïdes troyens qui suivent et qui sont soit devant ou derrière l'orbite de Jupiter, donc qui tournent autour du Soleil, mais en suivant la planète Jupiter. Ce n'est pas la seule qui en a d'ailleurs, mais on va passer là-dessus. Ce qui nous intéresse aussi, c'est bien sûr, un peu plus loin, avant de s'intéresser plus aux astéroïdes, ben, au-delà de ça, au-delà des planètes, ici, on voit une représentation des sections externes du système solaire. Vous avez en plein centre le petit point jaune-orange qui brille, c'est le Soleil. Et en blanc, c'est des orbites de planètes, mais les planètes les plus lointaines, c'est-à-dire la première, c'est la plus près du Soleil, c'est Jupiter. Ensuite, Saturne, Uranus et Neptune. En jaune, c'est Pluton, qui a déjà été considéré comme une planète, maintenant étant une planète naine. Donc, elle ne remplit pas tous les critères pour être une planète au sens large. Mais elle est dans une zone qu'on voit ici, qui est blanchâtre, qu'on appelle la ceinture de Kuiper. C'est un peu comme la ceinture d'astéroïdes, mais elle est beaucoup plus loin. C'est là-dedans qu'on retrouve ce qu'on pourrait appeler de façon générique les objets transneptuniens. Alors, donc, cette ceinture-là, elle est composée d'un grand nombre d'objets, on en est persuadé. On en a retrouvé quelques dizaines de milliers, même quelques milliers seulement jusqu'à maintenant, dont Pluton. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est des objets qui sont loin et qui ne sont pas nécessairement très gros et qui sont sombres souvent. Alors, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de les observer et de les détecter. Mais plus ça va, plus nos méthodes d'observation se raffinent et plus on peut en voir facilement. La différence qu'on a pu remarquer jusqu'à maintenant entre les objets de la ceinture ou un astéroïde de la ceinture principale et un objet transneptunien, bien, principalement, l'astéroïde va avoir souvent peu de glace quand il y en a. Il va être riche en métaux et en roches, alors que c'est le contraire pour les objets transneptuniens. Souvent, ce sont des objets qui ont beaucoup de glace
qui n'a pas nécessairement beaucoup de métaux, pas beaucoup de roches nécessairement. Donc, ça ressemble plus à des noyaux de comètes. Mais il faut dire que c'est des endroits où il fait très froid. C'est des objets probablement qui ne sont jamais approchés vraiment du Soleil, qui se sont formés là. Et donc, les grains de poussière autour avaient beaucoup de glace lorsqu'ils se sont agglomérés ensemble. Et enfin, et ça va être intéressant, dans les régions vraiment externes du système solaire, ben, vous avez, au-delà de, euh, parce qu'on parle là, ici, la ceinture de Kuiper, là, c'est à peu près quelques centaines de, mais c'est jusqu'à 50 000 unités astronomiques étant 150 millions de kilomètres, la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Ici, ben, vous avez le nuage de Oort, le Soleil est en plein centre. Eh bien, ça, c'est un énorme nuage qui entoure notre Soleil et qui s'étend jusqu'à, croit-on, une année-lumière, donc qui est 10 000 milliards de kilomètres. Et c'est un bassin de comètes, essentiellement. C'est de près ce qu'on peut comprendre. On n'a pas observé directement des objets de là, sauf s'ils sont approchés près de nous. Alors, d'ailleurs, on a remarqué, et on va en parler tantôt, qu'il y a deux types de comètes, si je peux m'exprimer ici, en point rond. Il y a des comètes dont la période est courte. Alors, ceux-là viennent de la ceinture de Kuiper, donc au-delà de la planète Neptune, et ceux dont est une courte période, on parle de moins de 200 ans, et ceux dont la période est beaucoup plus longue, comme Hale-Bopp qui est passé, qui a une période maintenant de 4500 ans, ben, ça vient du nuage de Oort, donc ils sont très loin. Et c'est pour ça aussi que les comètes, lorsqu'on les observe, ben, c'est bien intéressant parce que souvent, elles se sont très peu approchées du Soleil et elles sont des objets très primitifs, donc ça devient intéressant à les observer. Alors, si on essaie de faire une nomenclature et on fait un décompte de ces objets-là, je vous dis tout de suite, c'est assez aléatoire parce que constamment, on en découvre de nouveaux. Je l'ai mis au 30 avril 2020, je l'ai fait à ce moment-là. Il y a quand même un certain délai. Mais ce que vous regardez ou ce qu'on comprend, c'est que les petits corps, on en aurait tout près d'1 million. Donc, dans la ceinture principale d'astéroïdes qu'on va regarder, on en aurait trouvé, on pense, au moins 900 000 et il y en aurait probablement plus que ça. Les objets qu'on appelle géocroisants, on va en parler tout à l'heure un petit peu, ben, c'est des objets donc, qui croisent l'orbite de la Terre, donc qui éventuellement, si la Terre est là, pourraient frapper la Terre. Donc, on en connaît 13 000 et de ce nombre, plus de 2 000 sont quand même assez importants. Donc, on parle de plus de 140 kilomètres. On verra tantôt, il n'y a quand même pas à s'inquiéter, mais ceux-là pourraient faire des dégâts tout moins locaux. Et ce qu'on appelle les objets proches de la Terre, c'est ceux qui ne sont pas nécessairement des géocroiseurs, ne croisent pas nécessairement l'orbite de la Terre, mais s'en approchent assez près. On en aurait plus de 23 000. Donc, alors, vous voyez donc toute la nomenclature. Le nuage de Oort, on n'a aucune idée comment est-ce qu'il y a d'objets. Et les objets transneptuniens à 3900, ben, c'est sûrement plus que ça. On pense d'ailleurs, comme je disais tantôt, qu'il y aurait plus d'objets dans la ceinture de Kuiper que dans la ceinture principale d'astéroïdes. Donc, il y aurait quelques millions d'objets là-dedans, mais comme je disais, petits, sombres et très loin. Alors, donc, voilà. Maintenant, on va regarder tout de suite les astéroïdes, donc, parce que c'est ça qui nous intéresse. Donc, juste avant de parler de la ceinture d'astéroïdes, ce qu'on a remarqué en étudiant les astéroïdes, il faut bien comprendre qu'il y a deux façons de les observer. On peut envoyer des sondes spatiales, ça c'est extraordinaire, on a des renseignements immédiats, ça va bien, c'est le fun. Mais on n'en envoie pas beaucoup, puis c'est coûteux. Donc, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a surtout étudié les astéroïdes par leur lumière, par leur spectroscopie, la façon dont ils réfléchissent la lumière. On peut arriver à définir, à déterminer la composition chimique des astéroïdes. Et ça nous a donc permis de comprendre plusieurs choses, de voir quel type on a des familles, entre autres, on a plusieurs compositions. Ce qu'on remarque, moi, je pourrais diviser ça quand on regarde surtout avec les sondes spatiales. Il semble y avoir deux types d'astéroïdes. Là encore, je coupe les coins un petit peu ronds, c'est ma définition à moi.
On a les gros astéroïdes là, qui font plusieurs kilomètres, même des dizaines de kilomètres et plus de grosseur. Donc, qui sont habituellement d'une surface relativement homogène, à grande échelle à tout le moins, qui sont pas trop poreux, donc assez densité assez élevée. Et donc, on se dit que ces objets-là, ben, surtout, c'est que s'ils sont frappés, vont résister plus facilement aux collisions. Parce qu'il faut bien comprendre que les astéroïdes, dans la ceinture d'astéroïdes, un objet de 10 kilomètres, en moyenne, va avoir euh, une collision à tous les 10 millions d'années environ. Donc, depuis le 4 milliards et demi d'années, il y a eu beaucoup de collisions. Et c'est ça qui va teinter justement les différents astéroïdes. Les petits astéroïdes, ce qu'on a remarqué, c'est que la surface est très inégale. On va le voir avec les photos des sondes spatiales, c'est très, très clair, et qui sont très poreux. Donc, il y a beaucoup de vide. Donc, un peu comme on voit dans le cas des comètes, mais ce n'est pas nécessairement des comètes, quoique ce n'est pas toujours évident. Il y a une chose qui caractérise tout ça, c'est que sur tous les astéroïdes pour lesquels on a pu visiter jusqu'à maintenant, tous montrent des cratères, que ce soit des petits, des gros, même certains, je pense à Vesta, on verra des photos, ou Mathilde, où le cratère peut être gigantesque. Vesta, il y a un cratère qui fait 90 du diamètre de l'astéroïde. Donc, c'est généralisé un peu partout. Chose intéressante aussi, les sondes spatiales, ça, l'ont vraiment confirmé. Il semble y avoir de l'eau de la glace sur certains astéroïdes et même surtout des matériaux hydratés dans de nombreux astéroïdes. Et on va le voir dans quelques instants. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les astéroïdes ont déjà eu de l'eau liquide dans leur histoire et c'est ce que ça a donné. Et on semble avoir trouvé aussi de la matière organique. Ça devient intéressant aussi, autant pour l'eau que pour la matière organique. Et donc, c'est ce qu'on a pu retrouver. Alors, si on regarde la ceinture principale d'astéroïdes, elle se situe, je vais le montrer, entre les planètes Mars et Jupiter, un peu au-delà de Mars et bien avant Jupiter. C'est une masse assez faible. On s'est posé longtemps la question d'où ça vient, cette ceinture-là. La première fois qu'on a trouvé un astéroïde en 1801, on pensait qu'on allait trouver une nouvelle planète. Piazzi était tout content. Mais par la suite, on s'est mis à en trouver constamment. Donc, on s'est dit, ben, c'est pas nécessairement une planète en soi, il y en a bien trop. Alors là, le débat était là de savoir est-ce que on a affaire à une planète qui a été détruite ou si au contraire, c'est une planète qui ne s'est pas formée. Alors, la masse est faible, donc 4 de la masse de la Lune, donc 1 millième de la masse de la Terre. Maintenant, avec les études qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, les simulations numériques, les ordinateurs nous aident énormément là-dessus. On est persuadé que c'est un petit corps, enfin une planète pas très grosse cependant, qui ne s'est pas formée, qui n'a pas réussi, les fragments n'ont pas réussi à s'agglomérer ensemble à cause de la présence de la planète Jupiter qui a empêché par son influence gravitationnelle sur ces corps-là de s'agglomérer quand au début du système solaire ou à ce moment-là, il faisait un peu plus chaud dans cette région-là. Maintenant, il est trop tard pour former des corps beaucoup plus gros. On pourrait former quelques corps, des petits corps, mais pas des très gros corps. Donc, c'est des corps aussi, on l'a remarqué, plusieurs sont primitifs. Donc, et certains vont montrer, certains sont différenciés, d'autres non. Je vais revenir tout de suite là-dessus. Même, on va regarder la prochaine diapo pour expliquer ce que j'entends par la différenciation. Ça, c'est important aussi parce qu'on a deux types d'astéroïdes. Donc, soit des astéroïdes vraiment très primitifs ou encore des astéroïdes qui sont plus évolués. Les astéroïdes primitifs, ce sont des astéroïdes qui se sont formés, comme je l'ai dit au début, c'est des amoncellements de matière, de poussière, et il y a de la chaleur interne au début du système solaire pour les corps qui est là, qui vient souvent par des éléments radioactifs au début du système solaire, qui est entre autres l'aluminium 26, donc qui, en se désintégrant, chauffe l'intérieur. Quand c'est un corps qui est petit, ben à ce moment-là, le chauffage n'est pas important. Ça va donner
des astéroïdes qui sont primitifs et ça va nous donner les météorites qui sont des chondrites. On verra dans 2 semaines qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on entend par les chondrites. Mais dans le cas d'un corps qui est un peu plus gros, donc un astéroïde d'au moins 40 km de diamètre et même plus, oups, là, il faudrait revenir en arrière. Merci, Mathieu. C'est Mathieu qui contrôle les différentes diapos. Donc, dans ce cas-là, la chaleur est plus importante et ça va faire en sorte que les métaux les plus lourds vont commencer, ben, les métaux fondent, presque tous, et les plus lourds vont couler au centre, vont s'agglomérer au centre, et les autres vont rester en périphérie. Ça nous donne ce que vous voyez à droite, donc un noyau de fer et de nickel, entouré d'un manteau qui est plus ou moins primitif, donc souvent qu'il n'y a pas de compte, et d'une petite croûte. Bien sûr, si cet astéroïde-là se fait frapper à ce moment-là, on va voir apparaître différents types de météorites. Mais c'est ça qu'on entend par un astéroïde qui est différencié ou non. On a remarqué, entre autres sur Vesta, on a remarqué qu'on peut avoir du volcanisme qui se fait, mais pas de façon importante. Et même dans certains cas, c'est pas de la lave, mais c'est vraiment de l'eau. Entre autres sur Cérès, c'est ce qu'on pense à ce moment-là. Alors, voilà. Donc, là, on peut aller à la prochaine diapo. Alors, quand on étudie la composition chimique des astéroïdes, et pas juste par les sondes spatiales, mais par spectroscopie, entre autres, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 3 grandes familles d'astéroïdes. On en a fait plusieurs, les types qu'on appelle. On ne s'est pas cassé la tête, on a fait A, B, C, D, etc. Et ce qu'on remarque, c'est que il y a une classe qui se distingue plus que les autres, c'est les astéroïdes de type C, où le 3/4 des membres de la ceinture principale d'astéroïdes sont de ce type-là. Donc, c'est des astéroïdes donc, qui sont riches en matière carbonée, donc qui ressemblent beaucoup à nos météorites chondrites. Quand je parle d'un faible albédo, pour rappeler pour tout le monde, ce que j'entends par l'albédo, c'est la quantité de lumière qui est réfléchie. Donc, la lumière qui provient du soleil, dans ce cas-ci. Alors, si vous avez un albédo important, ben à ce moment-là, vous le voyez très bien. La neige est un albédo important. Le blanc est l'albédo le plus élevé. Et bien sûr, quand c'est un faible albédo, ben, c'est un corps qui est sombre. Alors, plus c'est sombre, plus l'albédo est faible. Ça va de 0% à 100% ou de 0 à 1, tout dépendant comment vous le calculez. On retrouve aussi de la matière, des matériaux hydratés, souvent dans ces astéroïdes-là. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà eu probablement de l'eau, à tout le moins de la glace qui était là. Et donc, on pense que c'est des corps qui se sont formés beaucoup plus loin du Soleil et qui auraient été amenés vers l'intérieur du système solaire, donc par le jeu de mouvement de Jupiter et de Saturne au début de leur vie dans le système solaire. L'autre grande famille, c'est les astéroïdes de type S, où 17% de la ceinture principale, c'est ce type d'astéroïde-là. Ici, c'est pourquoi S? Ben, c'est parce qu'on trouve des matériaux de silicate. Donc, il y en a beaucoup, surtout en surface. Il faut bien comprendre que ces analyses-là sont faites avec la lumière en surface, donc on sait que c'est en surface. Et s'il y a du silicate, ben, on a remarqué aussi que c'est des astéroïdes qui sont soit partiellement ou totalement différenciés. Donc, ils se sont formés aussi plus près du Soleil, c'est ce qu'on pense. Et l'albédo peut être assez élevé, on parle 20 ce qui est quand même important. Donc, on les voit plus facilement parce qu'ils sont moins sombres. Et finalement, l'autre grande famille, c'est le type M. Là, ça, on ne s'entend pas plus nécessairement sur les pourcentages et ça varie toujours. Donc, quelques pourcents. Ça montre surtout, c'est des blocs de fer-nickel. Donc, ce qu'on pense, c'est que ce serait des noyaux d'anciens astéroïdes différenciés, comme on voyait tantôt. Mais imaginez une ou plusieurs collisions qui font en sorte que la croûte et le manteau est complètement expulsé. Et ensuite, il ne vous reste que le noyau qui peut lui aussi être expulsé. Alors, ça va nous donner donc des morceaux de fer-nickel. Et c'est le bassin donc des météorites différenciés, donc entre autres les octaédrites. On y reviendra là-dessus.
Un dernier que je veux parler qui est intéressant, moi je trouve, c'est le type V pour Vesta. Donc, qui proviendrait donc de l'astéroïde Vesta. On va le voir dans quelques instants. Vesta, dans son passé lointain, aurait été frappé. On a des indices de ça. Et ça aurait donné donc une famille importante de 1200 individus, si on peut s'exprimer. Alors, justement, en plus des types d'astéroïdes, il y a les familles d'astéroïdes parce que les types, c'est le type spectral, comment c'est fait en composition. Mais on a remarqué qu'il y a des familles d'astéroïdes qui se répartissent dans la ceinture. Vous avez ici une représentation des individus, donc des corps dans le système solaire, la ceinture, oui, dans le système solaire, mais dans la ceinture. Principalement, les lettres n'ont rien à voir, A, B, C, D, n'ont rien à voir avec le type spectral, malheureusement. L'auteur y est allé de façon simple. Mais on voit qu'il y a des zones où il y a des endroits, là, des blocs, entre autres. On voit, bon, OSRS, donc Coronis qui est en bas au centre, IGA un peu à droite. Donc, alors, c'est des familles. Donc, souvent, toujours les familles, comment elles se forment? Ben, c'est un astéroïde plus gros qui, à un certain moment, a été frappé, a été détruit en morceaux, et un ou plusieurs. Parfois, c'est une première collision, ensuite une deuxième qui donne d'autres morceaux, etc. C'est un effet boule de neige et qui, à ce moment-là, va faire en sorte que ces astéroïdes-là vont se déplacer dans le système solaire, mais il va avoir des caractéristiques semblables au niveau des orbites, l'inclinaison, la vitesse, etc. Et ça nous permet donc de voir de ce côté-là qu'il y a des familles, entre autres, comme je vous disais, Vesta, où on sait qu'il y a eu des collisions, ça c'est validé. Ben, Vesta, dans ce cas-ci, a donné naissance à plusieurs familles et on est déjà rendu à plus de 1200 membres qui seraient associés à cet astéroïde-là. Une des choses aussi, bien sûr, la composition chimique habituellement se ressemble. Alors ça, c'est un indice intéressant. Bon, ça, c'est de façon générale. Donc, on voit tout de suite que les astéroïdes, ben, c'est un monde tout à fait fascinant. Maintenant, ça, c'était l'étude qu'on a fait à partir des télescopes terrestres, donc parfois des télescopes comme le télescope Hubble va pouvoir en observer. Le James Webb, télescope James Webb qu'on va lancer, va pouvoir en observer aussi. Mais il n'y a rien de mieux que de lancer une sonde spatiale. Là, je vais en regarder quelques-uns que j'ai choisis moi-même. Il y en a quand même une dizaine, douzaine qui a été explorée par des sondes spatiales. Donc, le choix est pas est quand même restreint, mais c'est intéressant. Et je voulais montrer ces deux astéroïdes-là, qui sont les deux premiers qui ont été observés par une sonde spatiale, par la sonde Galileo, entre autres. Vous avez à gauche, Gaspra. Ce que j'indique à gauche, le numéro en parenthèse, c'est que chaque astéroïde se voit attribuer d'abord un numéro temporaire et ensuite, quand on a confirmé la trajectoire de l'astéroïde, on lui attribue un nom et un numéro à partir du moment où où on connaît très bien sa trajectoire. Bon, le premier qu'on a trouvé, c'est Cérès, donc le numéro 1, et Gaspra, ben, c'est le 951e qui a eu un numéro. Comme c'était difficile de les mettre à la même échelle, toutes les images, à un moment donné, tu ne vois plus grand-chose, je vous dis honnêtement. J'ai donc mis en parenthèse aussi la grosseur, enfin, ici, l'axe principal, là, on parle de 19 km. Cet astéroïde-là, c'était le premier, comme je disais, qu'on avait par sonde spatiale. Galileo s'en allait vers Jupiter pour observer cette planète-là et on était, moi je me souviens à l'époque, on était très contents dans les différents astronomes de voir ça. Donc, la première constatation qu'on a fait, ben, c'est de se rendre compte que à ce moment-là, il y a beaucoup de cratères. Donc, plus que ce qu'on s'attendait. Mais en même temps, ça validait ce qu'on pensait. Donc, on s'est dit, ben, il doit y avoir des collisions dans le système, dans la ceinture d'astéroïdes. Donc, oui, ça vient valider. Je vais faire une parenthèse tout de suite. Vous avez probablement vu des films de science-fiction où les gens se promènent dans les ceintures d'astéroïdes. Une de mes scènes favorites, c'est dans l'Empire contre-attaque quand Han Solo se retrouve et qu'il se promène à travers la ceinture d'astéroïdes. C'est pas comme ça dans la ceinture d'astéroïdes. Même si les collisions sont, entre guillemets, fréquentes à l'échelle de l'univers, à l'échelle humaine, c'est pas le cas.
et les distances sont très grandes. Il y a plusieurs sondes qui ont traversé la ceinture et il n'y a jamais eu de collision. On les connaît relativement bien. Donc ça va bien. Donc déjà, on validait. Et à droite, vous avez Ida, qui lui aussi a été observé, mais Ida devient extrêmement intéressant parce que, bon, il y a une densité relativement élevée, mais ce qui est très, très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de cratères, plus que sur Gaspra. C'est peut-être moins évident sur cette image-là, mais quand on regarde les images à plus gros plan, on voit d'ailleurs à gauche de l'astéroïde, on voit un petit cratère à l'intérieur d'un grand cratère. Ce qu'on remarque, c'est que c'est un corps qui est saturé en cratère. Donc, les plus récents, quand il y a un corps qui frappe Ida, il crée un cratère récent, mais qui souvent va effacer un cratère ancien. Et il y a eu quand même plusieurs collisions, souvent des petites, mais il y en a eu au moins une qui a été sûrement assez importante. Ida s'est formée il y a 1 milliard d'années environ. Et vous voyez à droite, le petit point, c'est sa lune Dactyle. Je vois que j'ai fait une petite faute de frappe, le V est de trop. Donc, Dactyle qui tourne autour de Ida. Et juste une petite parenthèse historique, moi je me souviens quand cette image-là est sortie, il y a plusieurs astronomes qui se sont dit, oups, là, on vient d'avoir un indice assez particulier parce que à l'époque, on se posait déjà la question, est-ce que Pluton est une planète ou non? Et ça fait longtemps qu'on se pose cette question-là. Et un des arguments pour dire que Pluton est une planète, c'est que Pluton a une lune. À l'époque, on en connaissait une. Alors, voilà, les astéroïdes n'en ont pas. Donc, c'était une preuve béton pour certains. Quand on a trouvé la lune dactyle autour d'Ida, ça a jeté une douche d'eau froide à ceux qui avaient uniquement cet argument-là. Donc, bon, c'est une autre histoire. Donc, il y a une couche de régolithe aussi, étant donné qu'il y a beaucoup de cratères. Donc, le régolithe, c'est de la poussière qui est formée lors des collisions et qui retombe, un peu comme du sable, qui à certains endroits ferait jusqu'à une centaine de mètres d'épaisseur. Donc, c'est quand même un corps. Et vous remarquerez aussi que les corps sont rarement sphériques dans la ceinture d'astéroïdes parce que c'est des corps qui sont trop petits. Donc, d'ailleurs, une des conditions pour être une planète, il faut que tu sois quasi sphérique. Donc, si ça ne l'est pas, tu es bien proche. C'est sûr, ça peut être un peu aplati au pôle parce que si tu tournes rapidement sur toi-même, mais c'est une des conditions. Ici, on voit que c'est des formes un peu particulières. Il n'y a pas de nom. Certains appellent ça des patatoïdes. J'aime bien le terme. Moi, je trouve ça mignon. Alors, voyons maintenant le plus gros corps du système de la ceinture principale d'astéroïdes, même si ce n'est plus maintenant un astéroïde, mais une planète naine, parce qu'il est quasi sphérique. C'est Cérès qui est le plus gros astéroïde ou le plus gros corps dans la ceinture, 952 km, qui est tout à fait fascinant si vous regardez. Il y a beaucoup de cratères là aussi. On voit au centre, il y a un cratère dont il y a du blanc à l'intérieur. On s'est posé beaucoup de questions. Je vais vous montrer une mosaïque de photos qu'on retrouve de la surface. Donc, on voit des montagnes. En haut à droite, vous avez une montagne importante. Alors, Cérès, donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a de l'eau à peu près partout sur ce corps-là. Au pôle, tu as juste à gratter la surface, t'en trouves. À l'équateur, il faut creuser un petit peu plus. Et on pense d'ailleurs qu'on voit dans plusieurs cratères, on voit donc des taches claires qui seraient des anciens geysers ou de l'eau sublimée. Donc, on pense que c'est un corps qui serait encore actif, ce qui est un peu surprenant pour la grosseur. Du moins, si l'activité a cessé, ça ne fait pas très longtemps. Et donc, on aurait une forme de volcanisme, mais qui serait de l'eau à ce moment-là. Et donc, peut-être une tectonique. Il faut bien comprendre ici, pour que l'eau reste, on pense que la surface, on aurait au centre de Cérès, pardon, un noyau qui serait en roche, entouré d'un océan d'eau liquide avec une croûte par-dessus. Et d'ailleurs, on pense avec le modèle, ça tombe même un modèle où il y aurait 200 millions de kilomètres cubes d'eau. C'est plus que d'eau douce, on s'entend. C'est plus que sur Terre. Mais bon, faites attention, il y a de l'ammoniac dans cette eau-là. Donc, elle n'est pas tout à fait buvable tout de suite.
Mais on a quand même trouvé des carbonates, des composés de carbone dans certains cratères. Et ça, il faut que ça se forme avec de l'eau chaude. C'est pour ça qu'on a amené cette idée-là que le centre serait de cette façon-là. Donc, c'est un corps tout à fait fascinant qui a été observé par la sonde Dawn, ainsi que l'autre astéroïde qui est maintenant le plus gros astéroïde de la ceinture, c'est Vesta, qui est assez aplati. Donc là, Vesta, ce qu'on se dit, c'est que dans ce cas-ci, dans le cas de Vesta, c'est qu'il y a une collision qui est très importante, on pense, il y a 1 milliard d'années. Et ça a été assez méchant parce que vous pouvez voir, bon, il y a plusieurs cratères et même si on regarde sur la prochaine photo, on voit le pôle sud et là, on voit toutes les stries. Et comme je disais, c'est un astéroïde qui fait à l'équateur 560 km de diamètre, mais le cratère qu'on a appelé Rhea Silva ferait 90 du diamètre. Donc, avec le nombre d'objets dans la famille des types V, on se doute que la collision a dû être extrêmement importante. Ça l'a justement excavé beaucoup de matériaux. Il y a probablement eu, sans être une différenciation totale, au moins partielle. Donc, il y avait un début là où la matière au centre commençait à s'agglomérer et était fondue au début. Et à vrai dire, on a même remarqué que il y a 3 types de météorites qu'on connaît maintenant, qui les HED, comme on les appelle, les howardites, eucrites et diogénites. Ces 3 astéroïdes, ces 3 types de météorites-là proviennent de soit Vesta ou d'un membre de la famille de Vesta. Donc, d'ailleurs, la météorite Tatooine, pour ceux qui connaissent, qui est au planétarium, c'est un corps de Vesta. Donc, ça, c'est assez fascinant et on voit donc effectivement qu'il y a beaucoup de collisions qu'il y a eu. On va aller dans des corps plus petits cette fois-ci, puis on va s'approcher un peu de nos amis les comètes. Les géocroiseurs, donc des objets qui croisent l'orbite de la Terre. Le premier qui a été trouvé, c'est Eros. Assez gros quand même, 33 km. Là, vous remarquerez, ça ressemble à des cacahuètes plus qu'autre chose. Itokawa, je le montre. Là, on voit très bien que Itokawa, comme il est plus petit, dans son cas, et on va le voir avec Ryugu et Bennu, c'est carrément des amoncellements de roches qui sont empilées une par-dessus l'autre à ce moment-là et qui nous donnent un corps qui est d'une densité un peu plus faible. Et Itokawa, les Japonais avaient lancé la sonde Hayabusa 1 qui a tenté d'aller ramasser des échantillons à la surface. Ils ont réussi à en ramener, mais ça a été un succès mitigé. Cependant, on va regarder tout de suite un autre qui est Ryugu, donc qui est un objet donc, de type B, que là, les Japonais ont lancé la sonde Hayabusa 2, qui est en ce moment en route pour revenir vers la Terre parce que justement, on s'est mis en orbite autour de Ryugu pour ensuite aller à 2 reprises faire des collectes d'échantillons. Et ces échantillons-là sont de retour vers la Terre, devraient, si tout va bien, arriver sur le sol de notre planète le 20 décembre. Et là, vous comprendrez que c'est pour la première fois, on va être sûr là, d'où vient notre source. Et bien sûr, on attend avec impatience ce retour-là. On verra qu'ils ne seront pas les seuls à le faire. Vous remarquez que c'est d'une forme comme une toupie, donc plus large à l'équateur, avec un cratère assez important. Densité assez faible quand même, 1,19, à peine plus que l'eau. Et c'est un objet qui est très poreux, donc 50 de vide. Alors, et ça, c'est caractéristique des petits astéroïdes. C'est pour ça que je vous disais ça tantôt. C'est le cas de Itokawa. Alors, donc, on l'a vu. Et une chose surprenante, ici, on a joué un peu sur les contrastes, mais il y a un albédo extrêmement faible, même pas 2 comme albédo. Il n'y a aucune météorite qui monte un tel albédo. Donc, ce n'est pas la source de météorites, croit-on, qu'on a retrouvé jusqu'à maintenant. C'est un objet relativement récent qui viendrait d'un astéroïde plus vieux, croit-on.
Les Américains ne voulaient pas rester en reste. Ils ont donc envoyé une sonde, la sonde Osiris-Rex, vers l'astéroïde de Bennu, qui fait 565 mètres, pas kilomètres. Donc, 2 fois plus petit que Ryugu. Alors, Bennu, c'est là aussi un peu une surprise parce que on s'attendait à ce que ce soit un amoncellement de roches, mais on se disait sûrement des sections plus lisses et c'est pas nécessairement le cas. Lui aussi sous forme de toupie. Pourquoi une toupie comme ça qu'un bourrelet à l'équateur? C'est que c'est un objet qui tourne relativement rapidement. On parle d'un peu plus de 4 heures sur lui-même. La gravité est très faible, 6 micro-G, donc 6 millionièmes de fois la gravité sur Terre. Et donc, la matière est portée à s'accumuler à ce moment-là à l'équateur. Donc, alors, c'est un objet qui est relativement sombre là aussi, un petit peu plus que Ryugu. Donc, l'albédo est, je l'avais noté, oui, donc de 4 environ. Les Américains ont prévu devaient le faire cet été. Ça a été reporté à cause de la pandémie. Tout le monde va attendre un peu. La sonde est en orbite. Mais au mois d'octobre, la sonde va s'approcher de la surface de Bennu pour faire un relevé d'échantillons. Et si on voit qu'il y en a assez, on ne le fera pas une deuxième fois, sinon on a une deuxième chance qu'on pourra faire. Mais là, on a cherché pendant longtemps un endroit où on pourrait aller. Parce que vous voyez qu'il y a énormément de roches, c'est pratiquement juste ça. C'est ce qui est tout à fait fascinant. Autre chose intéressante, on a trouvé aussi des matériaux hydratés, donc il y a déjà eu de l'eau. Sur cet astéroïde-là, tout le moins à ses débuts. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle les chondrites carbonées, donc les météorites les plus primitives qu'on a retrouvées jusqu'à maintenant. On a même trouvé que Bennu éjecte parfois de la matière dans l'espace, un peu comme les comètes le font. Donc ça nous amène en même temps, ça nous confirme que la nuance entre les comètes et les astéroïdes est assez mince. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a une chance sur 2700 que Bennu, qui est un géocroiseur, entre en collision avec notre planète entre les années 2175 et 2199. Je ne crois pas qu'il y ait personne qui va être là quand ça va arriver. En tout cas, si c'est le cas, vous allez vivre longtemps. Ça, c'était des géocroiseurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup de géocroiseurs? Oui, il y en a beaucoup. Vous voyez ici une représentation que j'aime bien. Là, au lieu de montrer les familles, vous avez la Terre, vous avez Mars, la Terre, c'est le rond vers l'intérieur qui est le plus blanc. Donc, c'est des objets qui passent tout près de nous. Donc, comme je disais, c'est des objets qui croisent notre orbite. On va en parler plus quand on va parler des cratères d'impact, mais je veux tout de suite rassurer les gens, cependant, qu'on estime qu'on aurait trouvé plus de 90 des astéroïdes qui font plus d'1 kilomètre. Ça, c'est vraiment, quand on parle d'extinction, par exemple, les dinosaures, tout ça, c'est des gros astéroïdes. Et si on veut se prémunir d'une collision, il faut répertorier les objets donc, qui pourraient nous frapper et les suivre aussi, parce que c'est des orbites souvent qui vont changer, ce qu'on appelle chaotiques. Donc, les gros, on les connaît, sont plus faciles à trouver parce qu'ils sont plus gros. Et ceux qui sont potentiellement dangereux, au moins 140 mètres jusqu'à 1 kilomètre, eux, on estime qu'il y en aurait environ 20 000. On en a trouvé jusqu'à maintenant 2 000. Donc, on est confiant de continuer. On continue à les chercher cependant. Il y a d'ailleurs des réseaux qui sont dédiés à cela. Donc, voilà. La durée de vie d'un géocroiseur, soit dit en passant, c'est de 10 millions d'années. Donc, habituellement, c'est un objet qui vient de la ceinture d'astéroïdes qui, par perturbation gravitationnelle souvent due à Jupiter, va entrer dans les ondes plus internes du système solaire, va s'approcher donc du Soleil lentement mais sûrement et va mourir en se désintégrant dans le Soleil ou encore en frappant une planète. On ne souhaite pas. Comme c'est 10 millions d'années, la durée de vie d'un corps, et qu'il y en a beaucoup, on se dit que de façon régulière, il y a la planète Jupiter réalimente en géocroiseur. C'est ce qu'on pense.
Donc, ça, c'est pour les astéroïdes. On va regarder l'autre bassin qui sont les comètes. On n'est pas certain, enfin, on est persuadé qu'il y a déjà eu des comètes qui sont tombées sur Terre, mais on n'a pas trouvé de météorites qui proviendraient de comètes de façon indéniable. On a toujours parfois quelques doutes. Une comète, c'est quoi? C'est un des très beaux phénomènes astronomiques. Vous avez ici une photo de la comète Hale-Bopp qui est passée il y a quelques années, en 97. Et si on regarde, ben, les comètes, c'est un noyau, on va en regarder quelques-uns, qui est de glace et de roche, qui, en s'approchant du Soleil, la matière, la glace principalement, va se sublimer, c'est-à-dire va passer de l'état solide à gazeuse pour envelopper notre nuage, enfin notre noyau, pour faire ce qu'on appelle soit une chevelure ou un coma, tout dépendant comment vous l'appelez. Et on va voir, en s'approchant du Soleil, le vent solaire, entre autres, va à ce moment-là faire étirer le gaz et la poussière pour faire deux queues. Souvent, les queues sont confondues. Tout dépendant de la géométrie, on n'en voit qu'une seule. Ici, on voyait les deux. Donc, soit une queue de poussière ou une queue, ce que j'appelle d'ion, c'est du gaz. Donc, la queue d'ion est souvent en bleuté. C'est de toute beauté, si jamais vous avez l'occasion d'en voir. On a cru récemment qu'on en a pu en voir une, mais elle s'est cassée en morceaux, la comète Atlas, malheureusement. Ce sera meilleure chance la prochaine fois. Donc, c'est ce genre de phénomène-là. Et on va regarder un petit peu plus parce que les deux questions que je posais tantôt, c'est est-ce que l'eau vient des comètes et la vie aussi viendrait des comètes? On sait qu'il y a de l'eau dans les météorites, on l'a vu tantôt. Et donc, on sait aussi que les comètes ont de l'eau. Donc, c'était une des questions qu'on a souvent dit, ben oui, ça vient de là, parce qu'il y a des gens qui pensent que tout vient de l'extérieur. Pourquoi pas? Il y a jusqu'à maintenant 6 noyaux de comètes qui ont été survolés par des sondes spatiales. Vous en avez 5, les 5 premiers. Vous avez en haut à droite, vous avez la comète de Halley qui a été la première à être survolée. Donc, vous voyez que c'est un corps qui est ce qu'on remarque. Bon, vous avez Halley qui n'est pas de forme nécessairement sphérique, assez sombre. Vous avez au centre Temple 1, ensuite Wild 2 à droite, et en bas, vous avez Hartley 2 et Borrelly. Donc, c'est des sondes qui ont été observées soit par Stardust, Galileo, etc. On parlera de l'autre après. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les noyaux de comètes sont très sombres. Donc, habituellement, c'est aussi sombre que du charbon, même parfois plus sombre. La densité est très faible, donc beaucoup de vide à l'intérieur. Ce n'est pas des blocs compacts. Il faut dire qu'il y a beaucoup de glace. Donc, alors à ce moment-là, c'est sûr que la densité est plus faible. Et les structures sont assez variées. Vous voyez qu'il y a même certains qui ont des cratères comme Wild 2 en bas. Ça semble être un cratère d'après ce qu'on peut comprendre. La glace, elle est principalement de l'eau et aussi du monoxyde de carbone, le CO, et du méthane. Donc, c'est les 3 types. On trouve beaucoup d'eau. Et la sublimation aussi, on va le voir, on le voit un peu sur l'image de Halley, n'est pas uniforme, ce n'est pas toute la surface, et on va le voir avec la prochaine comète, c'est vraiment fait c'est de façon sporadique à des endroits bien précis, et c'est difficile de le prédire d'avance. Ce qu'on se rend compte, c'est que les comètes viennent soit de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort. Donc, c'est des endroits assez éloignés. Ceux-là, c'est toute la ceinture de Kuiper, c'est des comètes de courte période. Et donc, ils sont quand même, nous rappellent beaucoup ce qui se passait ou comment était le système solaire à ses débuts. Donc, c'est ça qui devient intéressant. Ce qu'on a remarqué avant de regarder plus la prochaine comète, c'est qu'on a trouvé on avait découvert avec Val2 de la glycine, qui est un acide aminé. On a eu des doutes, cependant, sur les résultats de Stardust pour cette comète-là. Cependant, la sonde Rosetta va venir clarifier tout ça, va venir confirmer que c'était vraiment le cas. Il faut bien comprendre que les acides aminés ici ne se sont pas faits à l'intérieur du système solaire, mais viennent de grains de poussière qui étaient autour d'une autre étoile où il faisait un peu plus chaud.
l'étoile, à ce moment-là, émettait beaucoup de rayonnements ultraviolets. Il y avait de la glace sur ces grains de poussière-là. Oui, OK, je viens de voir une question. Je vais y répondre tout de suite après. Donc, je disais donc, alors, ça prend de la chaleur pour pouvoir faire les réactions chimiques de l'acide aminé. Donc, ça se fait là, près d'une autre étoile avec de l'ultraviolet. Ensuite, ces poussières-là ont été expulsées, se sont amalgamées à notre système solaire naissant, au nuage de gaz, qui sont ensuite amalgamées dans les comètes. Et ensuite, bien, ça peut avoir été jusque sur la Terre. La question est, quelle est la grosseur de ces noyaux de comètes-là? Habituellement, les noyaux de comètes, c'est la grosseur d'une montagne. C'est une très bonne question. Donc, quelques kilomètres de grosseur. Donc, à quelques centaines de mètres. Là. Mais ceux-là, c'est quelques kilomètres, tout dépendant laquelle. Très bonne question. J'allais l'oublier. Vous avez bien fait de le demander. On va regarder peut-être la mission spatiale au niveau des comètes la plus extraordinaire et c'est qui a donné les résultats les plus intéressants, c'est-à-dire la mission Rosetta/Philae. Rosetta, ben, c'est une mission européenne donc qui a été lancée en 2004 qui avait pour but d'aller observer, de se mettre en orbite autour d'une comète. Et là, ben, le nom de la comète, ça, c'est à retenir, la comète Churyumov-Gerasimenko. Chury pour les intimes. Les gens avaient de la misère à retenir son nom. C'est deux Russes, un monsieur et une madame, qui l'ont découvert. Donc, après avoir été lancée, la comète, enfin, la sonde est passée 3 fois près de la Terre, une fois près de Mars, près de l'astéroïde. Et ensuite, on l'a même mis en hibernation, il faut bien comprendre, pour se rendre à la comète. Ça va prendre 10 ans. On part en mars 2004 pour arriver dans les parages, se mettre en orbite en août 2014. On va réveiller la sonde en janvier 2014. C'était une des choses qu'on se demandait. Est-ce que les instruments vont bien fonctionner? Donc, c'est un peu ça. Et ensuite, ben, vous avez ici un selfie là, que la sonde a pris d'elle-même. Ils ont été très actifs, les Européens, sur les médias sociaux. Et donc, on voit un des panneaux solaires qui était très grand pour pouvoir alimenter en énergie Rosetta. Mais une des choses extrêmement intéressantes de cette mission-là, c'est qu'il y avait aussi un atterrisseur Philae qui a été éjecté et devait se poser sur la comète pour ensuite faire des analyses. On avait même prévu d'aller forer la surface de la comète pour être capable justement d'analyser plus en détail, de renifler, si on peut dire, du gaz. Malheureusement, pour les Européens, ce volet-là a été un succès partiel parce que pour le faire, c'est qu'il y avait d'abord un petit rétrofusée qui devait plaquer la sonde au sol, qui n'a pas fonctionné. Et ensuite, les 3 pattes avaient des crochets qui se détachaient pour s'ancrer dans la surface. Et on s'est rendu compte qu'avec le froid aussi longtemps, pendant 10 ans, ça n'a pas fonctionné. Si on s'y attendait un peu, on avait gardé un des pieds, un test sur Terre. Et même à des températures plus chaudes que ce qu'on trouve dans l'espace, il ne fonctionnait plus. Alors, on s'est dit, oh, ça va mal. Alors, la Philae a bondi 3 fois avant de s'arrêter dans le cou de la comète et dans un endroit pas très bien éclairé, mais surtout un peu loin du sol. Donc, et à ce moment-là, les panneaux solaires n'ont pas permis de recharger les batteries. Alors, on a fonctionné uniquement sur les batteries. Donc, on avait 3 jours pour fonctionner, faire les analyses. On n'a pas utilisé la perforeuse. On avait peur de faire basculer parce qu'on s'est rendu compte qu'elle était presque à la verticale. Donc, on s'est dit, on veut protéger. Mais malgré tout, ça a été un beau succès. Et jusqu'à temps que on a suivi la comète quand elle s'approchait du Soleil, on a poursuivi la mission parce que ça allait bien. Quand elle est passée près du Soleil, on était encore là. Et ensuite, la comète s'est éloignée. Elle est passée au périhélie, donc au plus près du Soleil, le 13 août 2015. Mais en septembre 2016, là, la sonde Rosetta s'éloignait de plus en plus et on se doutait que les appareils ne pourraient pas fonctionner éternellement. Alors, ce qu'on a décidé de faire, plutôt que de la laisser en orbite puis de la perdre de corps et âme rapidement, on a décidé de faire un dernier plongeon, quelques tours autour de la comète à très basse altitude pour avoir des photos tout à fait saisissantes.
et en même temps, ben, se poser par la suite le 26 septembre, très tôt le matin, heure de Montréal, pour ensuite, la sonde s'est écrasée d'elle-même parce qu'elle n'était pas faite pour atterrir. Et c'était la fin de la mission, mais une belle mission. Alors, si on regarde, la première image a été envoyée le 14 juillet 2014. Bon, je ne suis pas sûr, c'est pas les Français qui contrôlent, le 14 juillet, c'est quand même une date importante pour nos amis français. Et c'est la première image où on voyait un peu de détails de Tchouri. Et là, vous voyez tout de suite que ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble à un canard qu'on met dans le bain pour s'amuser souvent avec nos enfants, là, ceux qui ont des enfants. Alors, on a été un peu surpris de cette photo-là. Et finalement, ben, ça s'est avéré. Si on regarde à plus grande échelle, plus près, donc vous voyez très bien la comète Churyumov-Gerasimenko, qui est 2 lobes, ni plus ni moins. Le plus grand lobe dans la distance la plus grande fait 4 km par 3 km et le petit lobe fait 2 km et demi. Donc, c'est une densité assez faible pour la comète, ce qu'on a remarqué, 0,4. Donc, c'est à peu près une densité équivalente au liège. Donc, ça flotterait sur l'eau. L'albédo est de l'ordre, tout dépendant, il y a des sections plus brillantes que d'autres, c'est de 4 à 6 donc c'est pas beaucoup. Et chose intéressante, c'est qu'on a évalué qu'il y avait 70 de vide, donc elle est assez poreuse, mais que la surface était plus solide. Et ça devient intéressant, on verra, et ça explique pourquoi est-ce que Philae a rebondi autant. L'autre chose aussi, on s'en doutait depuis longtemps, mais on l'a mesuré, on en a eu une cornette. Il n'y a pas de champ magnétique autour de cette comète-là. Il faut bien dire, on a observé d'autres comètes, autant au télescope, avec des sondes, mais souvent, c'était des survols qu'on faisait. Et dans ce cas-ci, ou sinon on était assez loin, ici, on l'a suivi de très, très près. Alors, on a eu beaucoup plus de renseignements là-dessus. Alors, la comète nous a donné beaucoup de renseignements. D'abord, chose extrêmement intéressante, ça, vous voyez ici un gros plan. Vous avez les 2 lobes. Le plus gros lobe est en bas, le plus petit lobe est en haut. Vous avez le cou entre les deux, on l'a appelé comme ça. Et vous voyez des stries un peu partout, surtout sur le petit lobe. Et quand on regarde des autres photos, on compare, on se rend compte que les lignes d'un lobe à l'autre ne coïncident pas. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la comète en soi ne s'est pas formée de cette façon-là. Si on regarde le modèle qu'on croit, c'est que c'est 2 comètes de grosseur différente qui se seraient frappées, mais à très faible vitesse. Donc, collision très faible, très lente, à peu près de 2-3 km/h. Donc, c'est un peu équivalent à si vous marchez, par exemple, vous êtes distrait, vous regardez votre téléphone et vous êtes distrait, et en marchant, vous entrez en collision avec quelqu'un, cette personne-là marche aussi. Donc, bon, en principe, on espère que personne ne va tomber à la renverse, mais cette collision-là n'est pas destructive, va faire en sorte que les 2 comètes vont s'agglomérer ensemble et vont ensuite donc évoluer. On le voit un peu ici. Mais ce qu'on a remarqué, et c'est là que ça devient intéressant sur la prochaine image, c'est quand on regarde un gros plan du coup, il faut dire que la sonde Rosetta est restée près de 900 jours en orbite autour de la comète, donc on a eu énormément de photos et d'analyses. Et vous voyez en plein centre, là, bon là, vous ne voyez pas mon curseur sûrement, mais vous pouvez voir une fissure noire. Je ne sais pas si Mathieu est capable de la voir et de la pointer. Mais, voilà, exactement. Donc, cette fissure-là, c'est une fissure qui fait 1 km de long et qui tend à s'allonger. L'autre chose, c'est que Tchouri tourne plus rapidement. On a remarqué qu'en 2014, la période de rotation était de 12h24 et 12h04 seulement en 2016. Donc, ce que ça nous dit, c'est que la comète sur elle-même tourne plus rapidement, la fissure s'agrandit. Éventuellement, les 2 morceaux vont se détacher et vont suivre leur chemin. Dans le cou aussi, c'est cette région-ci qu'on voit, il y a beaucoup de matière noire et dure et c'est la portion de la comète qui est le moins exposée.
Et là, je vais vous amener parce que, bien sûr, une des choses, c'est qu'on sait que les comètes émettent du gaz et de la poussière, bien sûr. Il y a trois types d'éjections qu'on a pu remarquer en étudiant Tchouri de façon plus importante. Il y a soit des jets très fins qui projettent la matière au loin, soit des jets diffus qui projettent la matière tout autour de la comète, ou un mélange des deux. Alors, ce que vous remarquez ici, c'est ce qu'on appelle le puits de Sète. Il faut dire que toutes les régions qui ont été identifiées sur la comète ont tous eu des noms qui ont en lien avec l'Égypte ancienne, Rosetta étant en référence avec la pierre de Rosette qui a permis à Jean-François Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Et Philae, ben, c'était une île où on avait un temple qu'on a sauvegardé dans les années 70. Fin de la parenthèse. Donc, le puits ici, ben, c'est des puits très ronds et c'est de là que provient la plupart des éjections de matière. Et ça, vous en avez un alors que la matière a déjà été éjectée. Vous voyez, c'est quand même assez raboteux. Vous voyez que la géologie, c'est pas une surface lisse, parfaitement lisse, là. Et au centre, vraiment, et regardez sur la prochaine image, on voit très bien la zone plus claire. Bien là, vous avez l'éjection de matière. Donc, c'est tout simplement que quand le soleil frappe à cet endroit-là, bien souvent, c'est qu'il y a à la surface d'un puits, ce qu'on pense, c'est que la matière a gelé en surface, mais en dessous, la chaleur fait fondre la matière en dessous et la pression va faire éclater à ce moment-là comme un couvercle. Et ensuite, la matière est éjectée, donc par sublimation, autant du gaz que de la poussière. Alors, c'est tout à fait fascinant. On a observé plus de 200 éjections comme ça et qui sont très sporadiques. On ne peut pas les prédire d'avance. On aimerait bien, mais on n'y arrive pas. Et vous en avez un exemple ici très, très beau de quelques minutes seulement entre les trois. Et l'autre image que je vais vous montrer, puis en même temps, je vous parlerai sur l'autre image du genre d'analyse qu'on a pu faire. Bien, vous avez ici plusieurs images. J'adore cette mosaïque-là qui nous montre très, très bien des éjections de matière à différentes périodes. La comète n'est pas toujours à la même distance de la caméra, c'est pour ça. Ce qu'on peut remarquer. Ce qu'on a remarqué, c'est que le maximum d'éjection de matière a eu lieu 3 semaines après le périhélie. Donc, dans le maximum, c'était on éjectait 100 000 tonnes de matière par jour. Ensuite, le gaz émis, ben, c'est surtout de la vapeur d'eau dans les gaz et 4 de gaz carbonique. Donc, c'est plus faible que dans le cas de la comète Hartley 2. Voilà. Et aussi, on a analysé beaucoup avec un des appareils qu'on a appelé Rosina, les gaz et principalement qu'on a pu détecter aussi par d'autres appareils les différentes poussières. Dans le cas des gaz, on a découvert qu'il y avait de l'argon, du krypton et du xénon. Vous allez me dire, bon, OK. Ben, c'est des éléments qui évoluent peu dans le temps au niveau chimique. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que l'argon coïncide très bien avec ce qu'on trouve sur Terre. Puis le néon, il semble aussi coïncider très, très bien. Donc, on pense que ces deux gaz-là qu'on retrouve dans l'atmosphère terrestre pourraient provenir des comètes. Il faut bien comprendre, quand je parlais de l'évolution du système solaire tout à l'heure, après la formation des planètes, il y a environ 3 milliards 900 millions d'années, à un moment donné, il y a eu beaucoup de corps, des astéroïdes et beaucoup de comètes qui ont été projetés vers le Soleil par les mouvements de Jupiter et qui a fait ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Alors, c'est une des raisons pourquoi est-ce qu'on a pensé longtemps que l'eau pourrait provenir des comètes ou des astéroïdes, surtout des comètes parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que l'argon et le xénon pourraient provenir des comètes, possiblement à cette époque-là. On a trouvé de la glycine, ça je l'ai dit tantôt, et c'est venu confirmer en même temps que les mesures prises pour Wild 2 étaient la bonne. On a aussi trouvé du phosphore. Ça, c'est intéressant, le phosphore, parce que c'est un élément clé
dans la fabrication de l'ADN dans nos cellules, ainsi que des membranes des cellules. Et je parlais encore récemment à un professeur de biologie qui se demandait d'où venait le phosphore. Et ben, c'est un des éléments, on croit. On a trouvé aussi beaucoup d'autres éléments. Je vous en nomme quelques-uns: de l'ammoniac, du méthane, du méthanol, du formol, du sulfure d'hydrogène, l'acide cyanhydrique, du dioxyde de soufre, sulfure de carbone. Ne me demandez pas les formules chimiques pour tous ces éléments-là. En tout, on a retrouvé 60 molécules différentes, certaines assez complexes. Ce qu'on a remarqué dans le cas de l'eau qui provient de la comète, d'abord, il y a moins de glace que ce qu'on s'attendait sur la comète, mais aussi l'eau qui aurait été éjectée par la comète Churyumov-Gerasimenko est différente de celle qu'on retrouve sur Terre. À vrai dire, jusqu'à maintenant, il n'y avait que la comète Hartley 2 qui semblait montrer un eau qui était très semblable à celle de la Terre. On avait dit tout de suite, ah voilà, c'est la preuve, c'est une des comètes. Mais là, Chury est venu mettre complètement à l'envers tout ça. Il y a un élément qu'on appelle le deutérium qu'on peut retrouver, qu'on en trouve dans le système solaire primitif, on en trouve dans le Soleil en petite quantité, mais si l'eau vient des comètes, ben, la quantité de deutérium qu'on retrouve dans l'eau sur Terre et l'eau des comètes devrait être la même. Ah, ce n'est pas du tout la même. Celle de la comète Chury, il y en a 10 fois plus. Donc là, on a dit tout de suite, ben voilà, c'est la preuve que ça ne vient pas des comètes. On est souvent vite dans les conclusions quand on fait ça. Aujourd'hui, on met un peu un bémol, on dit ça reste à vérifier. Mais cependant, l'eau pourrait provenir des différentes météorites. Donc, ça, c'est une possibilité parce qu'il y a de l'eau dans l'intérieur des météorites. Et les météorites, ben, c'est des morceaux d'astéroïdes qui ont formé à l'origine de la Terre et ça pourrait provenir de là. Cependant, on a vu des composés organiques, comme je l'ai dit, à l'intérieur sur les comètes. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Et ça pourrait être la source des composés organiques sur Terre. Quelques photos, une ou deux, sur la géologie, vous voyez très bien. D'ailleurs, le rocher le plus gros, on l'a appelé Khéops, en honneur de la pyramide de Khéops, donc qui fait 500 mètres. Alors, donc, c'est tout à fait fascinant de voir que là aussi, c'était pas évident de se poser sur cette comète-là. Et c'est une géologie qui évolue avec le temps. Regardez l'image prise en décembre avec les flèches, décembre 2014, avec les flèches qui nous montrent très bien la même région en mars 2016. Et vous voyez qu'autour, ça a complètement évolué. Ben, c'est par le dégazage qui fait bouger un peu la surface. Donc, ça reste jamais très stable sur une comète comme Chury. Petite image pour la postérité. On a cherché longtemps. On avait des images de Chury, pas de Chury, mais de Philae, qui prenaient de la région où elle était, mais on n'arrivait pas à voir où est-ce qu'elle était. On se disait, bon, c'est pas grave, c'est la comète, mais on avait quand même, on se disait, ce serait le fun de trouver où est-ce qu'elle est. Vous avez sur l'image qui est là, on s'est rendu compte qu'il y avait deux images où on l'avait. C'est une dame qui travaillait pour la mission, qui, vers la fin de la mission, avant la fin de la mission, s'est rendu compte que dans le petit, bon, vous l'avez en haut à droite, sur l'image de droite, le petit carré rouge qui est tout petit, c'est l'image agrandie qu'on retrouve à gauche. Et ensuite, vous avez Philae, vous voyez très bien où est-ce qu'il était. C'était pas évident de le trouver comme ça. C'est pour ça qu'on est passé par-dessus assez longtemps. Et vous avez donc la photo de Philae qui avait quand même survécu. Et voici, comme je disais tout à l'heure, que Philae a rebondi. Donc, on voit très, très bien comment est-ce qu'il a rebondi et il s'est retrouvé là. Ce que ça nous amène aussi, et ça, c'est fort intéressant, c'est que la surface, comme je le disais, est plus solide que l'intérieur de la comète. Et ça pourrait possiblement aider les comètes à survivre à leur entrée dans l'atmosphère ou à la traversée dans l'atmosphère lorsqu'ils s'approchent de la Terre. Dans le passé, ça peut être aidé. Parce que même si on n'a pas on a des preuves qu'il y a des astéroïdes qui sont tombés sur Terre, on n'a pas encore de preuves qu'il y a eu des comètes, mais c'est certain qu'il y en a eu. Ça se peut pas qu'il n'y en ait pas eu. Je suis dans les sceptiques, rendu là.
En terminant, deux petites choses que je voulais faire. On parle d'astéroïdes comètes. Ben, on a découvert en 2018 et en 2019 deux corps interstellaires. Qu'est-ce que j'entends? C'est des corps qui proviennent d'ailleurs que le système solaire. Ça, on ne pensait jamais que ça arriverait. On s'est rendu compte là, à ce moment. Le premier, c'est Oumuamua. Donc, c'est un nom hawaïen. Qui veut dire en hawaïen le messager. Et c'est un astéroïde, croit-on, mais on a encore des doutes, on n'est pas trop sûr. Il faut dire qu'on l'a observé après qu'il soit passé au plus près du Soleil, il s'éloignait. Alors, on n'a pas eu beaucoup d'observations. On s'est rendu compte que c'est un dessin qu'on voit là, soit dit en passant, un dessin d'artiste, mais c'est un corps assez allongé, 800 mètres, et qui est assez aplati. Bon, donc, qui tourne rapidement. Et la période de rotation semble chaotique, donc elle varie dans le temps. Donc, pour ajouter à tout cela. Mais on croit avoir remarqué aussi ça pourrait peut-être être un astéroïde, mais qui émet très peu de matière, ou sinon, pas un astéroïde, une comète, pardon, ou sinon c'est un astéroïde qui émet de la matière. Et l'autre, c'est 2I Borisov. Donc, Borisov, ben, ça, c'est une comète qui a été observée en 2019, découverte en août 2019 par M. Borisov. Et là aussi, c'est une comète interstellaire. Et au début, ben, on était très contents parce qu'on l'a analysé, on se dit, ah ben diandre, c'est exactement la même chose. Ça ressemblait beaucoup à la matière qui était éjectée, la quantité d'eau, la quantité de gaz carbonique, tout ça. On se dit, ah ben c'est pas mal pareil comme nos comètes, donc on se dit, c'est pas vraiment différent. Mais en analysant d'un peu plus près, parce qu'elle, on l'a observée alors qu'elle s'approchait du Soleil, on continue à la suivre, on s'est rendu compte qu'elle émet beaucoup plus, jusqu'à 25 fois plus de gaz carbonique. Pourquoi? On n'en a aucune idée. Il faut dire que c'est la première fois qu'on observe une comète qui provient d'ailleurs du système solaire, donc d'un autre système. Il faudra en avoir d'autres pour en avoir le cœur net. Ça met pas mal fin à ma présentation. Peut-être juste en terminant, une petite chose, si tu veux aller à l'autre diapo, peut-être, Mathieu, on a quelques secondes. Il y a la compagnie Aurora en Angleterre, qui a décidé en 2016 de commercialiser, probablement en pas beaucoup de nombre, un parfum qu'ils ont appelé Eau de comète 67P, c'est le numéro de matricule pour Churyumov Gerasimenko. Eh bien, ce parfum-là, c'est un mélange d'ammoniac, de sulfure d'hydrogène, de cyanure d'hydrogène. C'est ce que ça sent, une comète. Pour ceux qui ne savent pas trop à quoi ça ressemble, à part l'ammoniac, ben, c'est un mélange de 3 odeurs. Donc, d'abord des arachides grillés, mais pas assez date, très, très solides. Là, tu sais, ils marchent quasiment tout seuls. Ensuite, des œufs pourris et pour compléter le tout, de l'urine de chat. Alors, pour ceux qui voudraient acheter cette eau de Cologne ou cette eau de comète à l'heure du ciné ou espérer avoir du succès auprès de quelqu'un, eh bien, bonne chance si vous voulez le faire. Voilà. Alors, on est rendu à la période de questions. Je ne sais pas s'il y en a. Possiblement. Est-ce que le PowerPoint sera rendu disponible pour téléchargement? Ça, j'avoue que je pense que la présentation sera disponible, mais le PowerPoint, peut-être pas. Ça, j'avoue que j'ai moins de détails techniques. C'est plus Mathieu qui pourra me le dire, mais il me semble qu'on voulait rendre accessible cette présentation-là éventuellement sur le site du Planétarium. Donc, la présentation que je viens de faire. Autre question, s'il y en a. Je vais en profiter pour prendre un peu d'eau. Pas de questions pour l'instant? Bon, voilà. Ben, écoutez, ça m'a fait plaisir, moi, d'être avec vous aujourd'hui. C'était la première conférence sur une série. Dans 2 semaines, on va parler des météorites plus en détail. Et je vous donne donc rendez-vous, même heure, donc 17 heures. On va s'arranger pour commencer vraiment à l'heure dite, qu'on n'aura pas de pépins techniques. Et j'espère que vous avez apprécié. Moi, ça a été un plaisir pour moi de vous faire cette présentation. Voilà. Le sujet des prochaines conférences. Donc, la prochaine, dans 2 semaines, c'est les météorites. Ensuite, 2 semaines plus tard, ce sera
météorite de Saint-Robert, la chute, enfin tout ce qui a entouré la chute de la météorite de Saint-Robert. Ensuite, il y aura une conférence sur les cratères d'impact, comment ça se forme, et certains cratères célèbres, dont au Québec. Et la dernière, ce sera pour parler du projet DOME /Fripon, qui est un projet de détection de chute de météorites et, on l'espère, de retrouver des météorites qui sont tombées. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est terminé. Alors voilà, ben, merci beaucoup d'avoir été là et bonne fin de canicule et on se revoit dans 2 semaines.